Dans cette vidéo, j'ai beaucoup pleuré. Je m'y attendais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait que voilà, je me suis effondrée. Cette vidéo, c'est la fin d'un chapitre et je pense que c'est pour ça aussi que de revivre ces moments-là, c'est encore douloureux pour moi, malgré le fait que voilà, on va sur les 2 ans. Donc voilà, je préfère te prévenir. Si t'aimes pas les gens qui pleurent, si t'aimes pas les gens qui chouignent, reste pas là. Voilà, la bise. J'ai besoin de te livrer mon expérience par rapport à la belle famille et par rapport au fait que voilà, une belle famille toxique sur un couple, ça peut mener à la rupture. On a eu plusieurs ruptures dans notre cas, mais on a de la chance parce que de tout ça, on est ressorti beaucoup plus fort et beaucoup plus soudés. C'est malheureusement pas le cas de tous les couples, il y en a malheureusement beaucoup qui se séparent. Oui, je sais, le changement est assez fou. Je me suis remplumée déjà, on ne voit plus mes os là, à ce niveau-ci. La lumière est complètement différente. J'ai clairement beaucoup plus de joues que sur la vidéo d'il y a 2 ans. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie de la belle famille toxique. Quel impact sur le couple? Ou plutôt, comment je me suis sortie de tout ce bourbier. J'ai hésité très longuement avant de te faire cette partie 2 qui va mettre un point total et un point final à cette histoire complètement folle. Beaucoup de choses se sont passées en 2 ans. C'est une des vidéos sur ma chaîne où j'ai encore le plus de visibilité et surtout le plus de commentaires. C'est pour ça également que je me suis mis un petit peu un coup de pied aux fesses pour te faire sa deuxième partie ici. Ça a fait partie de mes motivations. Parce que je reçois au moins un commentaire par semaine pour me dire à quel point j'ai eu de la chance et que mon couple s'en soit sorti aussi bien. Aujourd'hui, je vais un petit peu faire le bilan de tout ce qui s'est passé. Le but finalement, c'est surtout pour moi dans un premier temps de clôturer un chapitre. Également pour toi qui as vu la première partie, te rendre compte que malheureusement, même si à ce moment-là, j'étais toute contente de me dire que on a eu de la chance, finalement la chance, on va dire, elle était quand même de mon côté parce que il fallait que je me sorte de cette relation dans laquelle j'étais. Et là, je parle pas forcément que par rapport à ma belle famille. Aujourd'hui, du coup, on est en avril 2023, donc ça fait vraiment un peu plus de 2 ans. Et voilà, je vais un petit peu te débriefer tout ce qui s'est passé pendant ces 2 ans. Donc du coup, j'ai posté la première vidéo donc sur la belle famille toxique. Je l'ai postée en février 2021. Et donc voilà, à peu près jusqu'à la naissance de ma fille, on va dire. Tout se passait relativement bien. On va dire, il n'y avait pas de soucis. Donc ma fille est du mois de mai 2021. Mai 2021, j'accouche de ma fille. Et c'est là que ça a été un petit peu la descente aux enfers, puisque j'ai fait une dépression postpartum. Voilà. Et ce qui s'est combiné un petit peu à tout ça, c'est que j'ai dû enchaîner sur un déménagement, puisque mon ex-mari travaillait du coup dans un autre département. Et voilà, comme il y a eu le Covid, etc., on n'avait pas réussi à déménager, sachant qu'en plus de ça, on avait quand même 3 chats et un chien, donc il fallait que les propriétaires acceptent ça aussi. On finit par trouver un espèce d'appartement, si j'ose dire ça comme ça, un appartement avec un petit peu de gazon devant, bref, pour les animaux, c'était mieux. On déménage, donc ça s'est fait entre août et septembre 2021. Donc ma fille était vraiment bébé, vraiment. Donc autant dire que je venais d'accoucher. Le postpartum a été très difficile parce que j'étais seule pour gérer les 2 enfants. Donc mon fils avait 2 ans à cette période-là, 2 ans et demi. Et du coup j'avais également un nouveau-né que je gérais seule. Et du coup j'ai dû ensuite enquiller sur un déménagement et je me suis retrouvée complètement seule. Voilà. Je me suis éloignée de ma famille, ce qui a été très compliqué parce que moi je suis quand même relativement proche de ma famille. Et également, le seul relais qu'on pouvait avoir pour essayer de souffler un peu, c'était ma famille. Sachant que voilà, on ne pouvait plus compter sur sa famille à lui, bien évidemment, comme tu peux le constater avec la première vidéo. Donc, il ne me restait que ma famille pour avoir du relais. Et du jour au lendemain, ce relais-là, je ne l'ai plus eu du tout. Ma mère venait une fois tous les 15 jours et quand elle venait, elle essayait de passer voilà, au moins la journée voilà, pour rester avec moi. Mais on ne se voyait plus qu'une fois tous les 15 jours. Où avant, voilà, on n'habitait pas très loin de chez mes parents, donc du coup ma mère essayait de passer plusieurs fois par semaine quand elle sortait du boulot, ne serait-ce que voilà pour m'aider un petit peu, pour discuter, pour que je vois un petit peu du monde aussi. Et moi je me sentais tellement mal en fait, pour tout un tas de choses. J'avais pris énormément de kilos pendant ma grossesse, et voilà, j'en avais perdu un petit peu, mais bon, voilà, il m'en restait quoi. Je me sentais pas bien dans mon corps, je pleurais tout le temps, c'est terrible. Ne serait-ce que de me souvenir de ça, ça me met les larmes parce que franchement ça a été une période très compliquée.
Je faisais des vocaux à ma best friend en lui disant que j'étais au fond du trou, que je voulais mourir, parce que je sentais qu'il se passait quelque chose, et que ce déménagement, en fait, j'allais le regretter, vraiment. J'aimais mon mari plus que tout au monde, et j'aurais fait n'importe quoi, vraiment, n'importe quoi pour lui. Et j'étais prête, même en étant au fond du trou, j'étais pas prête à retourner travailler s'il m'aurait demandé de retourner travailler. Donc vraiment, j'étais vraiment au fond du seau. Et d'ailleurs, une des dernières conversations que j'ai eues avec lui, en face à face, on va dire, justement parce que je le sentais quand même distant, je sentais qu'il y avait des choses qu'il me disait pas. Quand je lui disais s'il allait voir ailleurs, il me disait que non, alors que c'était pas vrai. Je le sentais en fait au fond de mes tripes, qu'il me cachait quelque chose, qu'il y avait une autre personne dans l'histoire. Il faut savoir que des filles, d'autres filles, il y en a eu, parce que je suis restée 6 ans avec lui. Et des filles, il y en a eu plusieurs, voilà, où il y avait eu du flirt entre eux. À chaque fois, je tombais sur les messages et ça me rendait dingue. Soit c'était la nana qui me contactait carrément parce qu'elle voyait que voilà, il était en couple et du coup, elle arrivait à me trouver et elle venait me voir et elle me disait ce qui se passait. Soit c'est moi qui tombais carrément sur les messages, ça me rendait folle en fait. Il y a eu des périodes où voilà, il n'était pas encore père de famille, il y a eu d'autres périodes où il était père de famille. Et je sentais qu'en fait, voilà, j'avais eu des discussions avec lui après qu'il y ait toutes ces histoires et je lui avais dit que s'il y avait encore une histoire avec une fille, ça serait terminé parce que je supporterais plus en fait. Évidemment, en plus, les conflits qu'il y avait eu avec sa famille à lui, ça commençait à être vraiment très difficile de tout gérer. Plus moi qui étais en PLS. Et je sentais que voilà, il y avait une fille qui revenait très souvent dans la conversation et quand je lui disais s'il se passait des trucs avec elle, il me disait non. Et il me disait même que on était faites pour s'entendre toutes les deux. Très drôle, très drôle. C'était clairement de la manipulation, tout ce qu'il faisait. Très souvent, il rentrait à la maison. Des fois, ça lui arrivait de rentrer à la maison, il avait cette femme-là au téléphone. Et en fait, moi, je lui faisais tellement confiance aveuglément qu'en fait, pour moi, il se passait rien avec cette fille. Pour moi, et voilà, c'était juste, on va dire, une collègue de travail et rien de plus. Et je me souviens toute ma vie de ce moment où en fait, il rentrait très tard en fait le soir quand on habitait dans notre ancien logement. Et à chaque fois, en fait, j'arrivais pas à m'endormir parce que j'étais tellement stressée en fait de me dire qu'il pouvait avoir un accident de voiture et j'avais tellement peur en fait qu'il lui arrive quelque chose. Je gardais toujours mon téléphone en sonnerie en fait au cas où. Et en fait, j'attendais à travers la fenêtre, j'attendais qu'il rentre en fait. Enfin, c'était vraiment très difficile parce que moi j'étais vraiment seule du matin au soir avec les enfants. Et en fait, j'attendais qu'une seule chose, c'est qu'il rentre. Voilà. Et donc du coup, voilà, après, comme je t'expliquais, on a changé de département, on a déménagé. Et donc dans ce logement-là, dans ce nouveau logement-là, je n'y suis restée que très peu. J'y suis restée un mois tout juste, un mois et demi peut-être. Voire même carrément peut-être 2 mois. Enfin bon, en octobre 2021, quoi. En gros, je suis partie. Enfin, je suis partie. On va en parler un petit peu après, mais... Et en fait, bon, du coup, voilà, j'ai enlevé tous les cartons. Il y a eu ce jour où en fait, j'arrêtais pas de me dire, mais est-ce qu'il me trompe? Je suis sûre qu'il me trompe. J'avais cette intuition comme quoi, j'étais pas toute seule, quoi, clairement dans le game. Et en fait, je me souviens, on avait une énorme photo de nous deux en format A3, donc une très grosse photo. Et je regardais cette photo et je me disais, je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose. Il n'y avait pas un courant d'air dans la maison. Et tout d'un coup, la photo, elle est tombée derrière le meuble. Et là, je me suis dit, il se passe vraiment des trucs dont je suis pas au courant. J'en étais sûre, j'en étais persuadée que je me faisais pas des films. Que lui me disait sans cesse que je me faisais des films, alors qu'en fait, c'était pas vrai. Pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. Je suis désolée si c'est pas dans l'ordre de la chronologie, mais en fait, il se peut que je me mélange un peu les pinceaux. Ma première erreur, c'était de le croire, mais de le croire à la vie, à la mort. Il y a quand même eu une chose qui s'est passée, qui est pour moi grave. Voilà. Ma fille avait 3 semaines. Et je me souviens, j'étais en haut dans la chambre avec les enfants et j'essayais de les endormir. Et bon, j'ai réussi à les endormir et en fait je me suis moi-même endormie alors que je voulais redescendre le voir. Et aux alentours de 4h du matin, je me réveille en fait en sursaut parce qu'en fait je l'entends rigoler en bas. Je prends tout de suite mon téléphone, je regarde l'heure et je vois 4h du matin. Et là en fait, je m'effondre littéralement parce que je sais ce qu'il est en train de faire.
Je savais qu'il parlait pas à un pote, je savais très bien qu'il parlait à une fille, et je savais exactement de quelle fille il s'agissait. Je me suis effondrée. Parce que je savais très bien, alors qu'on s'était promis, enfin voilà, on s'était dit des choses, voilà, le fait que lui recommencerait pas, machin, blabla, du blabla évidemment. Quand un homme vous trompe une fois, il vous trompera toujours, ça c'est un truc que j'ai appris de cette histoire. Et quelques minutes après, il est monté en fait dans la chambre, je l'ai entendu se coucher. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, que je suis descendue, j'ai vu en fait une bouteille de champagne sur la table complètement vide. Et là en fait du coup j'ai compris. Je savais pas trop ce qui s'était passé, mais je savais que il avait fait quelque chose de mal. Voilà. Et en fait, je sais pas comment expliquer la sensation que j'ai ressentie à ce moment-là, mais pour moi j'ai senti que c'était en fait littéralement la goutte d'eau en fait qui a fait déborder le vase, où en fait j'étais tellement, mais je savais tellement plus quoi dire en fait. Je sais pas comment expliquer la chose, mais quand vous avez aimé quelqu'un à un point comme ça, que vous l'avez mis sur un piédestal pendant 6 ans de votre vie, que vous ne voyez que à travers lui tout le temps en permanence, que vous essayez, que vous avez été un peu sa mère de substitution et en même temps son infirmière, et que le mec il vous regarde et qui vous dit heureusement que t'es rentré dans ma vie, parce que si t'avais pas été dans ma vie je sais pas ce que je serais devenue, et que là tout d'un coup vous voyez cette bouteille vide, cette bouteille de champagne vide sur la table, et là tout d'un coup vous vous rendez compte en fait que tout ce que vous avez donné à un homme, tout ce que vous lui avez donné, tout ce qui s'est passé entre vous, ben en fait ça ne veut plus rien dire. Vous avez 2 enfants avec cette personne, dont un bébé de 3 semaines quand même, et vous voyez cette bouteille vide. C'est un peu comme si tout d'un coup votre monde littéralement s'effondre, et en même temps vous avez des œillères sous les yeux, vous vous dites c'est pas possible, on s'est mariés il y a 2 ans à peine, il peut pas me faire ça, enfin je veux dire il peut pas me quitter comme ça, il peut pas aller encore une fois voir une autre fille et m'abandonner comme si j'étais un numéro, une case, un chiffre, une merde, peu importe. J'ai ressenti absolument toutes les émotions possibles et inimaginables quand j'ai vu cette bouteille, parce que je savais très bien que il s'était pas pris une murge avec un pote par téléphone, c'était pas un mec, c'était une meuf, je le savais, et je savais qui c'était en plus. Ça m'a rendue folle, ça m'a fait péter un câble. J'ai tellement pété un câble intérieurement que je n'arrivais plus à parler en fait. J'avais un nœud ici à ce niveau-là, mon chakra gorge était complètement bloqué. Je ne pouvais pas lui parler en fait, c'était complètement impossible. Et je me souviens, je suis remontée en haut pour aller chercher les enfants après. Et lui s'est réveillé et il m'a regardé. Et à sa tête, en fait, j'ai su tout de suite qu'il savait qu'il avait merdé. Et il m'a regardé, il m'a dit ça va, genre comme si, tu sais, le fameux ça va qui dit, genre j'ai été pris sur le fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais le fameux, tu sais, comme quand tu parles sur le cul de quelqu'un et que tout d'un coup cette personne est juste derrière toi, tu te retournes, t'es surpris, tu dis coucou, ça va? Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était exactement la même chose. Et en fait, il a essayé de me parler, mais je pouvais pas l'écouter en fait, parce que pour moi c'était tellement trop quoi. Je pouvais plus l'écouter. C'était impossible en fait. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, en fait, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Enfin bon bref, je me suis posé mes 36 milliards de questions. Et ça a duré pendant peut-être une bonne semaine où on n'a pas parlé. Où je pouvais pas lui parler. Où dès qu'il essayait de me parler, je le calculais pas en fait. C'était comme si finalement on était un peu en colocation où en fait on faisait chacun notre vie de notre côté. Je pouvais pas en fait lui parler. C'était impossible en fait. Parce qu'en fait il fallait que je digère la trahison en fait. Parce que j'étais tellement persuadée, j'avais tellement cru en ses paroles qu'en quoi il recommencerait pas. Et le mec a recommencé. Et pas avec n'importe qui évidemment. Et je me suis tellement sentie mais nulle. Je pouvais pas lui parler. C'était impossible. Et puis un jour à table on a fini par discuter. Et de là il m'a expliqué toute l'affaire. Voilà. Soi-disant c'était de sa faute à elle et pas de sa faute à lui évidemment. Alors que c'est lui l'homme marié dans cette histoire. Elle, je sais pas sa situation amoureuse, mais voilà, c'était lui l'homme marié, c'est lui le fautif dans l'histoire.
c'est lui, voilà, qui a bien voulu, on va dire, faire cet apéro visio, voilà. Et on a réussi à remettre les choses à plat. Et voilà, comme moi j'étais red dingue de lui et que... Et voilà, une fois de plus, je l'ai cru. Et j'étais persuadée que voilà, on était reparti pour de bon. Et puis voilà, donc ça s'est passé en juin 2021. Et août-septembre, du coup, comme je te disais, du coup, on déménage dans le département là où mon ex-mari travaille. Et donc du coup, je défais tous les cartons et comme je te dis, voilà, je sentais que cette fameuse fille était toujours là. Autre chose que j'ai pas précisé, il y a sur certaines choses évidemment que je rajoute pas dans le récit parce que la vidéo est déjà bien assez longue, mais je lui avais dit en fait au moment où on faisait les cartons pour le déménagement, j'avais encore une fois cette espèce d'intuition qui me disait non, voilà. Et je lui avais dit si tu comptes me quitter, fais-le maintenant, me fais pas déménager, me fais pas m'éloigner de ma famille pour dans 2 mois me quitter. Il m'a dit non, non, je veux pas te quitter. J'ai pensé à divorcer avant. Puis en fait, par la suite, j'ai su que s'il avait pas demandé le divorce avant, c'est parce qu'en fait, ma fille était trop petite. Et donc, le regard des gens, c'était pas l'idéal, quoi, pour lui. Bon, à l'arrivée, elle avait 4 mois hein, quand il m'a quittée. Donc, bon, j'ai toujours dit à ma famille que s'il m'avait quittée à ce moment-là, je l'aurais plus facilement encaissé. Parce que, c'est vraiment moi, là, qui lui tendais la perche en lui disant... Si tu veux me quitter, fais-le maintenant. Me fais pas déménager pour dans 2 mois me quitter. J'avais en fait... en fait, c'était comme si là, j'étais d'un côté, j'étais prête à ce qu'il me quitte parce que je le sentais en fait. Et le fait qu'il me dise non, je veux pas divorcer, c'est comme si finalement il me faisait croire à quelque chose alors que c'était qu'une illusion en fait. Au mois d'octobre, début octobre 2021, je décide d'aller chez mes parents. Voilà. Pendant une semaine, parce que j'étais au bout du rouleau. Je sentais que... Je sais pas comment expliquer, mais... J'y arrivais plus, en fait. Pour te remettre un peu dans le contexte, du coup, on habitait dans un appartement. Et il fallait que je sorte le chien. Il fallait que je m'occupe des enfants. Il fallait que je fasse la bouffe. Il fallait que je fasse le ménage. Et puis voilà, toutes les charges autour. Penser aux couches. Faire le linge, etc. Et en fait... je me sentais tellement seule parce que mes copines étaient trop loin, mes parents étaient trop loin, ma mère elle voyait que j'étais littéralement en train de crever, voilà, là où on était. Et en même temps elle avait pas de prise en fait. Hein. J'ai pris énormément sur moi pendant toute cette petite période, là on va dire de 2 mois environ. Du coup, je dis en fait à mon ex-mari du coup que je vais aller une semaine chez mes parents du coup pour me reposer parce que vraiment je pouvais plus, j'en pouvais plus, c'était plus possible. Donc me voilà prendre ma voiture avec quelques affaires pour une semaine quoi et partir du coup chez mes parents. Voilà. Donc on est arrivé le samedi et on s'est fait un appel visio dans le week-end. Lui entre temps est allé chez son demi-frère. Le mardi je reçois un message par Messenger me disant qu'il demande le divorce. Là, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont tomber de leur chaise. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Autant dire que quand j'ai vu le Messenger, j'ai eu une descente d'organes, littéralement. Je me suis mise à hurler, littéralement. J'ai hurlé. Voilà. J'ai hurlé comme si finalement... C'était horrible. Comme si finalement on venait de m'arracher le cœur, littéralement. Comme si finalement il y a une partie de mon âme qui était partie du jour-là, c'est horrible. La seule chance que j'ai eue, c'est que le moment où il m'a dit ça, au moment où j'ai reçu ce message-là, mon père en fait était dans la pièce en fait à côté et il m'a entendu hurler, il a pas compris. J'ai mon fils qui était là et qui me disait qu'est-ce qui se passe maman parce que lui non plus comprenait pas pourquoi je m'étais mise à hurler. Et mon père est venu me rattraper parce que j'arrivais même plus à tenir sur mes jambes. En fait, ça a été tellement violent parce que on s'attend pas à recevoir par un pauvre messenger une demande
de divorce en fait. Et je m'y attendais tellement pas, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme si finalement on venait de me planter en fait un couteau en fait dans le cœur littéralement. J'étais persuadée en fait qu'on vivait juste, on va dire, le creux de la vague, hein, comme ça arrive. Hein. On peut pas être toujours en haut de la vague quand on est un couple, surtout depuis 6 ans, avec 2 enfants. Il faut savoir qu'avant que j'aille chez mes parents, on avait eu une grosse dispute aussi. Et il était perdu, il savait plus ce qu'il voulait. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que je retourne travailler? Il disait, non, c'est pas ça que je veux. Il était perdu, mais en même temps, on était tellement dans une phase un peu compliquée. Et avec la naissance de la petite, moi qui étais pas bien, enfin, ça allait pas. Mais c'est même, voilà, quand on est un couple, même quand ça va pas, ça veut pas dire qu'on va se séparer, quoi. C'est pas ça. Et moi j'arrivais tellement plus à rien à gérer parce que j'étais tellement mal en fait. Du coup, quand du coup j'étais chez mes parents, que j'ai reçu ce message, la nouvelle au départ en fait, moi j'y croyais pas en fait. Je me suis dit que on devait communiquer, on devait discuter en face à face quoi. Peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il était en train de faire une connerie et que c'était pas possible quoi. Et mes parents voulaient pas l'annoncer tout de suite au reste de ma famille parce que ils pensaient que c'était pas possible quoi. Et du coup le samedi qui suit, je décide du coup d'aller eh bien chercher mes affaires si j'ose dire ça comme ça. Et en fait j'avais que ma fille du coup parce que comme elle était petite et qu'elle était encore allaitée, je savais que j'allais y passer un petit moment donc je voulais pas la laisser. Et ça a été une de mes erreurs en fait, c'est de l'emmener avec moi ce jour-là. Et je me souviens, elle était dans son cosy et j'arrive dans l'appartement et aucune explication, pas d'excuses. Et surtout, c'est quelque chose qui me hantera, je crois, jusqu'à la fin de mes jours, littéralement. Il m'a regardé en fait comme si j'étais la plus grosse des merdes, la plus grosse des salopes, voilà. J'étais un déchet pour lui, je lui servais plus à rien, voilà. Donc, il ne voulait pas que je reste dans le logement, voilà. Il fallait que je m'en aille, que j'aille chez mes parents. Et c'est ciao, quoi. Donc, du coup, j'ai mis ma vie dans cette valise cabine. J'ai mis ma vie, j'ai mis 6 ans de ma vie dans cette valise cabine. Et je faisais du Tetris dans ma voiture parce que j'ai une C1, donc c'est vraiment pas de grosse voiture. Donc, j'ouvrais mon armoire, je mettais mes vêtements, puis mes papiers. Je jouais de mes enfants, j'essayais de prendre tout ce que je pouvais prendre. Le dernier regard que j'ai eu, en fait, ça a été quand je suis rentrée dans la salle de jeu que j'avais fait pour mes enfants. Je suis rentrée dans la salle de jeu et en fait c'était la pièce que j'aimais le plus dans cet appartement parce que c'était la pièce où je passais le plus de temps et j'avais créé vraiment la salle de jeu que je voulais pour mes enfants et je rêvais tellement de leur offrir une pièce juste pour une salle de jeu en fait. Et je me souviens, j'ai dit au revoir à un des 3 chats. Euh, voilà, je lui ai dit au revoir. Ça m'a fendu le cœur. J'ai pas pu dire au revoir à mon chat parce qu'il était pas là. Ça a été une des choses les plus terribles pour moi parce que j'ai pas pu lui dire au revoir, je l'ai pas vu. Et je me souviens, je suis rentrée dans cette pièce et j'ai essayé de photographier chaque détail. Et je pleurais tellement, j'arrivais même plus à parler. J'ai balancé mon alliance et ma bague de fiançailles. Et je me souviens, la voisine, elle me voyait descendre mes valises. Parce que lui, évidemment, m'a pas aidé. Sachant que j'étais encore en plein postpartum et que je devais pas porter de poids. Donc je descendais à chaque fois 2 valises par 2 valises.
Et la voisine, elle comprenait pas, elle me regardait, elle me disait, mais ils sont où les enfants? J'étais chez mes parents, mais j'essayais de pas trop m'éterniser parce que j'arrête pas de pleurer. Et elle me regardait passer comme ça. Et puis au bout d'un moment, elle m'a arrêté, elle m'a attrapé le bras. Et en fait, là, j'ai relevé la tête, elle m'a regardé. Elle était complètement choquée. C'était une petite mamie super gentille. Et là, en fait, elle a compris toute seule, j'ai pas eu besoin de lui dire. Puis elle m'a regardé, elle m'a fait: je suis tellement désolée. Quand j'ai eu fini de remplir ma voiture, il m'a regardé et il m'a dit: c'est tout ce que tu peux mettre dans ta voiture. Voilà, bah non. Mes parents sont revenus le week-end d'après pour venir chercher quelques meubles parce que voilà, je lui ai dit que je voulais pas. Je lui ai laissé les meubles. Parce qu'il faut savoir que du coup, je vais tout laisser. Tout. Euh, Sauf évidemment mon Thermomix, très important. Et mon four qui était à moi. Euh, mais sinon, frigo, machine à laver, armoire, lit. Même le lit était à moi. Même le lit était à moi, je l'ai laissé. Cette rupture-là a été cataclysmique dans ma vie. Euh, j'ai touché le fond, même encore plus le fond. J'ai même creusé ma tombe. Au départ, j'avais des pensées suicidaires. Euh, j'avais beaucoup de flashs la nuit, de plein de choses, de sa vie à lui, de ma vie à moi, de messages qu'on disait, de plein de choses. J'ai eu des parts de sa vie à lui avec elle parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que évidemment, une fois qu'il m'a largué, ben, il est vite allé dans les bras de l'autre, évidemment, de cette troisième personne. Dans cette vidéo, je vais pas parler de mes enfants parce que ça, encore une fois, voilà, c'est. J'en parle de temps en temps dans les vidéos tranches de vie. Même si je fais très attention à ce que je dis par rapport à ça. Mais là, je parle vraiment de ce que moi j'ai ressenti. J'espère très honnêtement ne plus jamais ressentir une peine comme ça. Enfin, c'est même plus une peine, c'est. Il y a tellement de sentiments en fait qui sont mélangés. Et je me souviens quand je fais voir ma magnétiseuse pour la première fois, que j'ai commencé à tout lui raconter. De toute façon, à chaque fois que je raconte, les gens tombent littéralement de leur chaise. Parce que c'est tellement choquant qu'on fasse ça à quelqu'un. Euh, Elle m'a dit, une des premières choses qu'elle m'a dit, c'est: vous avez beaucoup de chance de ne pas avoir déclenché un cancer. Oui. Euh... Oui. Et encore, il s'est passé d'autres choses, euh, on va dire médicalement parlant pour moi, euh, où je l'ai clairement échappé belle aussi. Parce que ce qu'il m'a fait, ça aurait pu me déclencher beaucoup, beaucoup de choses. Négatives, évidemment. Il faut aussi se rendre compte aussi que finalement, j'ai pas dû faire que le deuil d'une relation, j'ai dû faire le deuil de la famille que j'ai construite, de mon modèle idéal. Moi, je rêvais d'avoir 2 enfants, un garçon et une fille. Je rêvais d'être mariée, j'ai eu tout ça. Et littéralement, du jour au lendemain, et ben, tout ce que j'avais construit en l'espace de 6 ans, tout a été pulvérisé. J'ai tout perdu. J'ai littéralement tout perdu. Ma stabilité financière, parce que c'était grâce à mon ex-mari. Voilà, parce que moi, je travaillais pas. La famille que j'idéalisais, que je rêvais et que j'avais. Tout, en fait, tout ce que j'avais construit du jour au lendemain, je l'ai perdu. Heureusement, Dieu merci, on était en train, en fait, de voir pour acheter une maison. On avait fait des visites et tout ça. Et heureusement, on n'a rien acheté. Heureusement. Je vais rebondir du coup très brièvement sur le fait qu'il soit parti chez son demi-frère le fameux week-end juste avant de me larguer. Il faut savoir que du coup en fait il est allé chez son frère non pas par courtoisie mais en fait en gros pour avoir une discussion avec lui pour savoir qu'est-ce qu'il devait faire. Est-ce qu'il devait être avec cette autre fille ou est-ce qu'il devait rester avec moi ou est-ce qu'il devait garder les deux. Voilà. Heureusement, son demi-frère a été là pour lui donner la sainte parole et lui dire de me larguer. Donc maintenant que j'ai bien chialé ma race, on va parler du concret. Quelles ont été les erreurs que j'ai commises? On va pas parler de lui. Parce que bon, des erreurs, il en a fait et refait. Et
et c'est sa vie maintenant, ça me regarde plus. Mais quelles sont les erreurs déjà que moi j'ai fait? Première erreur, c'est que je me suis fait littéralement marcher dessus. Deuxième erreur, j'ai cru en ses paroles. Voilà. Troisième erreur, j'ai pas écouté mon intuition profonde qui me disait qu'il me la mettait dans le cul littéralement. Ça, je l'ai pas du tout écouté. Et j'aurais dû écouter. J'aurais dû écouter. Heureusement, dans cette période-là, dans cette période hyper noire où je me battais tous les jours en fait pour pas mourir. Oui, parce qu'on parle très souvent des enfants quand il y a une séparation, mais on parle jamais de la personne qui, en premier lieu, l'endure, à savoir la mère ou le père. Mon fils a énormément souffert. Ma fille aussi. J'étais incapable de m'occuper d'eux. C'était mes parents qui ont pris le relais, littéralement. Parce que je passais mes journées à pleurer, à hurler dans mon lit et je mangeais plus. Quand je te dis j'avais des pensées suicidaires, je voulais prendre ma voiture et foncer dans un arbre. J'étais incapable de m'occuper de moi-même, donc autant dire que m'occuper de 2 enfants en bas âge quand même qui demandent forcément des soins, de l'attention, etc. J'étais incapable de leur donner. Voilà. Et sans compter que voilà, mon fils la nuit hurlait à la mort parce qu'il ressentait tellement de ce que moi je ressentais. Ça a été très compliqué pour lui aussi. Et ma fille c'était encore un tout petit bébé, mais elle a tout ressenti aussi également, évidemment. Ça a été très 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 dur. Et bon, maintenant, malgré le fait que voilà, je sois toujours en train de pleurer, je vais mieux. Même si c'est toujours difficile, parce que moi personnellement, quand je suis plus avec quelqu'un, eh bien, je le bloque de partout, je le supprime de partout, je garde plus son numéro et je le vois plus surtout. Là, ce qui est le plus dur pour moi, c'est que tous les 15 jours, je suis confrontée à le voir, alors que ma seule envie, c'est de plus le voir, tout simplement. Parce qu'il m'a menti, parce qu'il m'a trahi, parce que ce qu'il a fait, c'est pas correct. Bien évidemment, lui est fautif à 110 milliards de pourcents, mais elle a sa part de responsabilité dans l'histoire. Mais c'est tout ça en fait qui est compliqué à gérer. Parce que il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de manipulations, il y a eu beaucoup de... Vous vous entendrez trop bien toutes les deux, vous pourrez être mes graves meilleures amies. Tu vois tout ça, toutes ces espèces de choses qui sont glissées comme ça. Alors oui, effectivement, on aurait pu très bien s'entendre parce qu'on se tapait le même mec. Mais tu vois tous ces comportements qui sont mis bout à bout. Et là, je te raconte pas tout parce que sinon il y aurait pour des heures et voilà. Et ça serait trop long et c'est bon quoi. Mais je voulais faire aussi cette vidéo pour te dire que si tu vis une rupture depuis plusieurs années, plusieurs mois et que t'as l'impression que tu t'en sors pas, moi je veux juste te dire une chose parce que j'entends tellement encore autour de moi. On me dit ça va faire 2 ans, tu peux passer à autre chose. Mais vous croyez que c'est simple? Non. Moi j'ai mes propres batailles à mener. Mais il y a aussi mes enfants derrière. Il y a tout le côté émotionnel, leur côté émotionnel à eux qu'il faut que moi je gère. Chez la kinésio, chez la magnétiseuse, tout ça. Pour eux. Un suivi psychologique aussi pour eux. Moi. Ce que ça a engendré comme traumatisme chez moi. Parce que quand vous donnez toute votre confiance à quelqu'un, peu importe que ce soit amoureusement parlant ou amicalement parlant, et que vous vivez une aussi grosse trahison, derrière, pour refaire confiance, mais c'est littéralement impossible en fait. Soit vous retombez dans les mêmes schémas, à savoir un mec qui est hyper manipulateur et voilà, vous allez revivre le schéma jusqu'à ce que vous preniez une bonne murge dans la tronche. Soit vous essayez par vous-même de tout tenter pour essayer de ne pas reproduire ces schémas. Et donc du coup, c'est faire un travail sur soi,
avec une sophrologue, avec une magnétiseuse, avec une kinésiologue, pour essayer de voir qu'est-ce qui pêche, pourquoi est-ce que vous tombez toujours sur ce type de mec. Et tout ça, c'est dur. Et tout ça, c'est putain de dur. Parce que on a la vie quotidienne. Et voilà, actuellement, je suis encore chez mes parents. Ça va, je pense, très 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 bientôt bouger. Et je pense que je vais déménager dans quelques semaines. Mais je ressors forcément plus forte en fait de tout ça. Mais c'est aussi également très difficile émotionnellement. Il y a des périodes où je me sens hyper bien dans ma peau et je suis tellement heureuse dans ma vie en fait. Puis il y a des périodes comme en ce moment, évidemment, faut que je te tourne cette vidéo à ce moment-là parce que j'ai pas mes enfants et je filme du coup des vidéos. Et je suis dans le mal parce que toi-même tu sais, Mercure rétrograde et en ce moment c'est tellement ça, putain. Problème de communication et on est en même temps avec la lune et tout ça, où t'es là en mode tu veux faire de nouvelles choses et puis là Mercure rétrograde et du coup tu veux plus faire ces nouvelles choses. T'as peur et tout ça. C'est en permanence comme ça, sachant qu'en plus je suis hyper sensible de base. Bref, je vais m'arrêter là. Ça fait pratiquement 50 minutes que je parle. Ça va pas du tout. Il va y avoir énormément de cuts dans cette vidéo. C'est terminé. Ce chapitre de ma vie est terminé. Et je suis très contente d'avoir fait cette vidéo, même si j'ai énormément pleuré. Mais c'était important pour moi que je la filme. Et que je te la poste. J'espère que cette vidéo aura pu... je sais pas si elle aura pu aider, j'en sais rien, parce que cette vidéo est tellement brouillon. Je pense que voilà, j'avais un contrat d'âme avec cette personne et le contrat est terminé. Voilà. Pour ces bonnes paroles, je vais te laisser. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que t'as pensé de cette vidéo. Si tu veux une rupture difficile, je pense fort à toi. Et on est des putains de warriors. Et on finit toujours par se relever, même si c'est dur. Même si on est dans une phase très longue, où on a l'impression qu'on voit pas la lumière au bout du tunnel. Et la lumière, je te promets, on la voit à un moment donné. À un moment donné, il y a le déclic. À un moment donné, il y a... on se rend compte qu'en fait, cette rupture était nécessaire pour nous faire avancer et que c'est la plus belle chose qui peut arriver dans notre vie. Voilà. Je te souhaite une bonne semaine. Et je te dis peut-être à mardi 18h pour une nouvelle vidéo tranche de vie. Peut-être. Ou ça, c'est sûr, on se retrouve jeudi à 18h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et jusque-là, je te souhaite une excellente semaine. Bye bye.